Bienvenue dans C'est quoi ta ref, le podcast de référence. À l'aune du début des vacances d'été, j'imagine que, comme moi, certains d'entre vous vont partir voir de la famille, éloignée, de celle qu'on voit une seule fois par an, un week-end à Saint-Cyr-sur-Mer, en août, par 35 degrés. Une petite cousinade, donc, avec 50 personnes de tout âge, qui n'ont qu'une seule question à te poser. Alors, tu fais quoi maintenant ? Ça marche bien le cinéma, tout ça ? Je t'ai pas vu à la télé encore. Tu connais Pierre Ninet ? Bref, c'est dans ces circonstances peu accommodantes que nous risquons de se retrouver. Alors normalement, t'arrives et tu te fais tout de suite agripper par André, ton papy, que tu ne vois plus trop depuis que t'es monté sur Paris, mais avec qui tu as grandi. Tu lui racontes tes projets et il est super content pour toi, mais il sait pas trop pourquoi, parce que il a 86 ans et que c'est plus difficile qu'avant à comprendre tout ça. Alors, pour entretenir sa mémoire, tu vas lui parler de ses souvenirs de cinéma, des films avec Bud Spencer et Terence Hill, de Laurel et Hardy, ou encore de Bourvil et de Funès. Et il va finir par faire une petite sieste, le sourire aux lèvres. Là, tu t'éclipses discrètement et tu tombes sur Christine, ta tante, qui a toujours rêvé de faire chanteuse ou actrice, elle sait plus, et qui a vaguement entendu parler que t'étais dans le milieu ces derniers temps. Alors qu'elle sirote son 3e rosé piscine, les langues commencent à se délier et elle t'avoue qu'en fait, elle y connaît rien du tout et que le dernier film qu'elle a vu au cinéma, c'est La Chèvre, avec Pierre Richard et Depardieu. Ou Titanic, pour faire plaisir à son ex-mari, elle sait plus. En tout cas, ce qu'elle sait, c'est que son ex-mari, c'était un con et qu'il y avait de la place pour Jack sur cette foutue planche. La journée est déjà bien entamée, et toi aussi d'ailleurs, quand le dîner arrive. On t'a mis comme tous les ans à la table des enfants, bien que t'aies presque 30 ans, mais soit. Tu te retrouves à côté de Timéo, ton petit cousin, qui t'a pas décroché un mot du repas parce qu'il regarde la dernière vidéo de McFly et Carlito avec Omar Sy sur ton téléphone. Tu sais que moi, je l'ai vu en vrai, Omar, à une avant-première au cinéma pour Intouchable que je lui lance à Timéo. Alors là, Timéo en PLS qui m'épose et qui me demande ce que c'est Intouchable, ce que c'est une avant-première, et c'est quoi déjà le cinéma aussi ? Bon bref, c'est épuisé que tu reprends la voiture en repensant à ta journée, et en te rendant compte que le duo de cinéma c'est vraiment un truc intergénérationnel en fait. Sans t'en rendre compte, tu viens de parler de 3 des plus gros succès du box-office français, portés par 3 des plus grands duos de cinéma, avec 3 des personnes avec qui tu parles le moins dans l'année. Et je crois que rien que pour ça, il fallait qu'on en fasse une émission. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie. Et je lui ai tout pompé. Quand j'étais enfant, ça me donnait de l'espoir dans le cinéma ou même dans l'art, quoi. J'ai envie de dire, mais d'où elle vient ? Qui m'a soufflé ? Qui a parlé ? C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. J'adore l'idée que les mots puissent changer les choses. Il a influencé tout le monde, moi le premier, mais vraiment. Le peu que j'ai appris, c'est que je préfère me tromper avec mes erreurs qu'avec celles des autres, ça c'est sûr. D'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres, et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Quand on a envie de dire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Et pour m'accompagner sur cette émission, celui qui serait mon Dino si j'étais sa Shirley, qui serait mon Jamie si j'étais son Fred, je veux bien sûr parler de Romuald. Comment ça va Romuald ? Ça va très bien, je suis très content d'être comparé à Dino et pas à Charlie. Parce que j'aurais pu être Charlie aussi. Ouais, bah c'est moi du coup, pas ouf. Ouais, s'auto-tirer une balle dans le pied. Vraiment. Ça va très bien, et c'est vrai que le duo c'est compliqué. C'est... On s'est lancé sur les duos, on fait ouais, il y a plein de duos à parler. Et pendant 2 jours, j'étais devant ma feuille, je fais mais tout ça c'est des duos, mais il y a que des duos partout en fait. En fait, c'est ça. Même dans les films où il y a qui reposent plus que sur un duo, il y a toujours des mini-histoires entre deux personnes même tout. Dans des groupes de 10 amis, oui, t'as plein de duos à l'intérieur. Tout le temps. Et c'est tout le temps des duos. Et donc je me dis bon, on va se recentrer, on va revenir aux bases comme on fait d'habitude. C'est quoi tes premiers souvenirs de duo ? Ouais. Et mes premiers souvenirs de duo, je vais essayer de t'aider avec une musique. Imagine, pour moi, on était dimanche soir, petit coquillet de jambon, et il y a ça. Eh oui, les Looney Tunes, oh là là, le dimanche soir en clair sur Canal. Ça cartoon. Ça cartoon. Oh là là. Et c'est là les premiers duos avec Bugs Bunny et Daffy Duck, Bip Bip et Coyote, Titi et Gros Minet, Tom et Jerry. C'est incroyable. C'est vrai. Et ça, c'est les duos qui nous ont marqués. Et c'est des duos, en vrai, c'est des duos un peu complexes, dans le sens où ceux qu'on aime, c'est presque les méchants. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? L'exemple parfait, c'est Bip Bip et Coyote, tu vois. On est grave pour Coyote. On veut qu'il bouffe Bip Bip. Alors que c'est dramatique ce qui se passe. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Tom et Jerry, c'est dramatique. C'est pareil. On parle Titi et Gros Minet, on n'est pas pour Titi, on est pour Gros Minet en vrai. Vraiment.
c'est vrai, on est souvent pour les méchants dans les duos en fait au final. Notamment dans les dessins animés et tout ça. Ah ouais. Et on voit qu'en fait les duos, on commence dès le plus jeune âge parce que il y a énormément de dessins animés où ça fonctionne en duo. Oui. Et énormément de bandes dessinées aussi où ça fonctionne en duo. Exactement. Les Astérix Obélix, les Tintin et Milou, je pense à Spirou et Fantasio, Boule et Bill, Titeuf, en vrai c'est Titeuf et Manu. Ouais, Titeuf et Manu. Tu vois, on est bercé par des duos tout le temps parce que il y a un truc de genre c'est des potes un petit peu. Ouais. Et ça puis fonctionne à deux quoi et c'est vrai que c'est même je pense à Bob l'éponge. Je sais que t'es pas team Bob l'éponge, ouais. mais Bob l'éponge et Patrick c'est quand même un sacré duo. C'est vrai. Et nous-mêmes aujourd'hui, est-ce qu'on fait pas un peu l'émission en duo ? Je crois que si. Bah, c'est sûr même, je pense. C'est sûr. Effectivement, on est deux. On est deux, donc c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que t'as raison, dès les dessins animés, en fait, dès l'enfance, on est tout de suite porté par des duos et moins par une dynamique plus globale de groupe, en tout cas, tu vois. Ouais. Et ouais. Mais après, quand on commence à grandir et à commencer à regarder des films de cinéma et tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup eu de duos très très vite. Tu vois, je parlais dans l'édito de mecs comme Bud Spencer, Terence Hill, Laurel et Hardy, c'est un des trucs les plus iconiques aussi, tu vois, pour la génération de nos grands-parents. Mais ça a toujours fonctionné en duo en fait. Toujours. Et moi, je me suis fait beaucoup avec les duos. J'ai écouté pas mal d'interviews, par exemple, de Francis Weber, qui est à l'origine de la création de François Pignon, clairement, du personnage, et qui existe depuis très longtemps maintenant. Plusieurs comédiens les ont interprétés et tout, machin. Et ça, c'est toujours François Pignon avec quelqu'un d'autre. C'est jamais le même personnage, enfin jamais, si, avec Depardieu et Pierre Richard notamment. Et des interviews sont vraiment passionnantes, je les conseille à tous. Là, en revanche, je vais vous passer, pour moi, ce qui est un des meilleurs duos de cinéma, sincèrement. Je mets à Barreau direct. Ah, tout de suite, pour moi. Hein. En tout cas, c'est un de mes meilleurs souvenirs et un film que j'ai pu voir des milliers de fois quand j'étais gosse. Tu sais ce que c'est 1000 fois? Je crois. Et du coup, je vous laisse écouter ça. Je pense que beaucoup reconnaîtront. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? Allô? Voilà. Il y a vraiment un truc de genre. Vraiment. Je pense que c'est le film où on le fait le plus de fois. Ouais. Genre, il est fatigant, quoi. C'est ça. Et là, je trouve que cette dynamique marche extrêmement bien. Et il y a une interview justement de Francis Weber où il dit que pour lui, le Pignon, entre guillemets, parfait, c'était Villeray, quoi. Ouais. Et il l'a interprété malheureusement qu'une seule fois. Il est décédé vite après tout ça. François Pignon, pense directement à lui, parmi tous les François Pignon qu'il y a eu, quoi. C'est ça. Et là, voilà, pour moi, ça, c'est une dynamique de duo qui fonctionne énormément parce qu'on est sur des personnes qui sont différentes. C'est ça. Et il y a le pendant de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est très naïf, un peu. En fait, pour que le personnage soit efficace, il faut qu'il y ait un autre qui soit en confrontation pour qu'on se rende compte à quel point. Ses idées, quoi. Oui. Tu vois, il faut qu'il y ait une balance pour qu'il y ait vraiment de la valeur dans le personnage, quoi. S'il est tout seul, ça aurait pas forcément fonctionné. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y aurait pas eu d'interaction, il y aurait pas eu tout ça. Et en fait, le duo, il sert à créer les failles de l'autre, en fait. À mettre en lumière le faille de l'autre, exactement. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est clairement ça. Et donc moi, après avoir fait mes trucs de c'est quoi mes refs de base, je lui dis mais en fait, il y a une ref qu'on a tous, notamment en France. Je vais passer l'extrait parce que je pense pas que tu t'attends à ça. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. »
Bon, là, c'est le petit kiff, j'ai mis de finesse en train de dire les fables de La Fontaine. Mais les fables de La Fontaine, en fait, 80% des fables de La Fontaine, ça fonctionne sur des duos. Et c'est ce qu'on disait juste avant. Et cela montre, en fait, la force du duo qui, malgré leurs différences, vont apprendre de l'autre. Tu vois. Et c'est un petit peu ça dans les duos qu'on retrouve aujourd'hui. Et dès les fables de La Fontaine, tu prends la lièvre et la tordue, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, etc., etc. Tout fonctionne sous forme de duos très différents et qui vont apprendre de l'autre, qui vont aider de l'autre, qui vont se servir de l'autre. Et en fait, clairement, les fables de La Fontaine, c'est des duos, quoi. Avec une morale à la fin à chaque fois, avec un truc du style, souvenez-vous, il faut pas faire ça. On va prendre en fait la faiblesse de l'autre, ou la force de l'autre, qu'on va s'entraider, et ça fonctionne souvent sous ce schéma. Pas tous, hein, parmi les 240 fables, il y en a beaucoup où c'est des duos et ça résonne encore aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que le duo a une morale finalement, de se servir de l'autre, quoi. C'est vrai. Mais souvent on met en lumière leurs différences et en tout cas ce qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre, tu vois, c'est un peu la dynamique au cinéma de ce qu'on appelle les buddy movies un peu. Ouais. Souvent c'est quoi, le buddy movie, ça va être un film de potes, tout simplement, film de potes, parfois même avec des mecs qui se rencontrent au début du film ou qui se connaissent pas, et d'un coup ils vont apprendre à se découvrir, donc forcément la situation joue pour eux. Mais c'est une situation qui marche énormément en duo, et c'est une mécanique de duo qui marche très bien, et il y a un duo qui en parle très bien, des mecs qu'on aime beaucoup, toi et moi, et beaucoup des auditeurs, je pense, c'est le Palmacho. Qui viennent de sortir un film il y a pas si longtemps qui s'appelle Les Vedettes, qui est un buddy movie en soi aussi, mine de rien. Ouais, c'est un buddy movie. Et lors d'une interview, il parle justement du buddy movie et de la dynamique de duo. Je vous laisse écouter. Après, il y avait des films justement un peu plus passés. Il y avait tous les films de Gérard Houry, il y a La Grande Vadrouille, comme il y a eu Papy fait de la Résistance. Donc tout ça, c'est ce qui a motivé Max et Léon. Et aussi des films comme les films de Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, le mécanique du duo. Il y a beaucoup de films américains aussi, tous les As, les Zucker, Abraham Zucker, y a-t-il un pilote dans l'avion, on peut parler de Hot Shot, Wayne's World, on peut après parler du SNL. Enfin, c'est très vaste. Et du coup, je pense qu'on a vraiment été des éponges avec tout ça et on ressort un peu différents types d'humour en fonction de telle ou telle situation, en fait. En tout cas, pour les buddy movies, je trouve que c'est assez intéressant. Si on voit La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, c'est tout. Enfin voilà, c'est des histoires où les personnages sont en route. Je trouve que c'est une manière de se découvrir aussi. Quand deux personnages ne se connaissent pas et sont antagonistes, les mettre ensemble dans une voiture et les faire voyager, bah forcément ils sont obligés de se découvrir. Donc je crois que ça fait partie des mécaniques en tout cas de duo. C'est, pour moi, tu vois, c'est la mécanique la plus rodée et celle qui fonctionne le plus en réalité de duo. C'est vraiment ce qu'ils disent, c'est des personnages en route. Moi j'aime bien cette image de mecs en route pour quelque chose, même s'ils savent pas trop pourquoi ils sont ensemble, tu vois. Et il y a ce truc là qui fonctionne beaucoup, qui, encore une fois, on parlait des différences, d'aller chercher justement la faille toujours. C'est justement dans ces trucs de buddy movie où ils sont enfermés dans une voiture, c'est au bout d'un moment il y a rien d'autre à faire que de parler, et au bout d'un moment il y a une faille qui va se révéler et qu'on va comprendre pourquoi le personnage est comme ça, et on peut le découvrir qu'en se livrant à ce duo qui finalement des fois ne le connaissent pas et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Et ça m'en vient à un point que j'ai élaboré, j'ai appelé cette petite partie Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ouais. Parce qu'en fait le duo est sous toutes ses formes, dans le sens, comme tu le dis, des amis. Oui. Tu prends genre Doc et Marty dans Retour à le futur. Voilà. C'est des potes sans forcément connaître leur background, on sait qu'ils sont amis, les gars. Peu importe la génération, on sait qu'ils sont amis. Mais t'as aussi Mes amours, toutes les comédies romantiques, toutes les histoires d'amour, c'est un duo finalement. C'est un couple, quoi, ouais, donc le couple est un duo, ouais, forcément. Alors, j'ai cité Mia et Sébastien dans La La Land, forcément, c'est le couple de référence, mais le couple est un duo. Ouais, oui, carrément. Donc ça marche aussi sous forme de duo, où, pareil, il y a peu de couples où c'est exactement les mêmes, à vrai dire. Vraiment. On dit souvent les opposés s'attirent, n'est-ce pas ? C'est généralement ça. Mais il y a aussi les emmerdes, parce qu'un bon duo, c'est aussi un ennemi. Totalement. Genre tu prends Batman et le Joker, pour moi c'est un duo ces deux-là. Moi aussi. Parce qu'ils sont encore une fois différents. Et en fait je me suis dit, mais en fait j'ai établi une définition du duo, d'un bon duo. J'ai dit, c'est deux personnes qui s'aiment amicalement, mais qui sont diamétralement opposées. En fait, un bon duo, pour moi c'est la somme des trois. C'est les amis, les amours, les emmerdes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est exactement dans le truc de body movie. Au début, par exemple dans Les Vedettes, au début, ils sont clairement contre, ils s'entendent pas du tout. Ouais, oui. Donc bam, méchant. Ils deviennent amis.
Et au final, ça résulte un peu d'un certain amour. À la fin, ils s'aiment presque. Ils se retrouvent à faire des trucs ensemble et tout. Plus de l'amical, ça va au-delà, quoi. Totalement. Donc, pour moi, c'est un mix des trois, en fait. Bah, on parlait... Tout à l'heure, je citais les 3 films, 3 des 5 films dans l'édito qui ont fait le plus d'entrées. Titanic, un couple. Bourvil de Funès, côté amical un peu, qui sont pas forcément potes non plus, à la base. Et Intouchable. Intouchable, c'est quand même à la base... ennemi, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il s'apprécie pas. Même il le vire, et puis genre, mais c'est impossible que ce mec-là. C'est 2 mondes différents, antagonistes de ouf. Voilà. Au final, amitié forte. Et amour, quoi. Et voilà. Et c'est totalement ce que tu dis, et c'est pas pour rien qu'il y ait 3 de ces films de duo qui regroupent tout ce que tu viens de dire, qui soient parmi les 5 plus grands forts au box-office français. Et j'ai même pas cité le 3e qui est Bienvenue chez les Ch'tis, et mine de rien, c'est un duo aussi, avec tout ce que ça comporte. Et là, on pense à comédie, mais il y a aussi film d'amour, film qui fait peur, etc. Exactement. Moi, je voulais mettre un petit duo pour le kiff, que j'aime bien. Je sais pas si tu vas reconnaître ça. Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped... Oh, what the fuck's happening? Oh, man, shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Oh, man, I seen some crazy-ass shit in my time, but this... Chill out, man. I told you it was an accident. You went over a bump or something. Hey, the car ain't hit no motherfucking bump. Hey, look, man, I didn't mean to shoot the son of a bitch. The gun went off. I don't know why. Well, look at this fucking mess, man. We're on a city street in broad daylight here. Believe it, man. Well, believe it now, motherfucker. We gotta get this car off the road. You know, cops tend to notice shit like you're driving a car against their fucking blood. Just take it to a friendly place, that's all. This is the valley, Vincent. Marcellus ain't got no friendly places in the valley. But you say we're fucking town, man. Shit. C'est Pulp Fiction. C'est dans Pulp Fiction, une de mes scènes préférées, et je trouve que ce duo, il me tue en fait, parce que c'est... Il tue aussi visiblement. Ouais, il tue aussi. Et parce que c'est 2 gars qui ont presque rien à voir, qui se retrouvent à faire une même mission et qui discutent de cheeseburger, des trucs. Enfin, il y a ce que j'aime bien dans ce duo, c'est qu'ils ont une discussion d'amis, mais genre d'amis du style on boit une bière, quotidienne. On parle de tout et n'importe quoi, dans un monde un peu sanglant, quoi. Tout à fait. Et ce duo, je trouve qu'il fonctionne à merveille, quoi. Oh ouais, c'est clair. Et notamment cette scène, elle me fait mourir de rire où c'est pas vraiment un spoil, mais il tue sans faire exprès un gars. Et il s'engueule, mais genre on dirait qu'il s'engueule parce qu'il a pas fait la vaisselle. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça vraiment trop cool. Ah ouais, c'est clair. Mais au début, quand tu as mis l'extrait, je me suis dit, ça me fait penser à, par exemple, un autre duo qui fonctionne sur cette même dynamique. Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais c'est Bad Boys. Les 3, mais bon, plutôt les 2 premiers films Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence, pour moi, c'est vraiment un buddy movie. Là, je reviens un peu sur le côté amitié, mais vraiment à l'américaine, un peu badass, qu'on aime bien suivre. C'est un peu les héritiers de L'Arme Fatale, tout ce qui est... T'as combien de films de flics où c'est le flic cool, bien sûr, avec le gars qui est carré et tout ça, et t'en as des centaines, même dans toutes les séries qu'il y a, ça marche comme ça en fait. Je me suis fait la réflexion que Will Smith est un excellent partenaire de duo, par exemple Men in Black. Men in Black, c'est que duo, avec un mec très Tommy Lee Jones. C'est encore cette vibe de le mec cool et le mec sérieux, un peu à la retraite. Et pour revenir sur les ennemis, parce que je suis 100% d'accord avec ça, tu vois, par exemple, on prend Harry Potter, pardon, mais c'est Harry Potter et Voldemort. On prend toutes les grandes sagas. X-Men, c'est Magneto et le professeur Xavier, mine de rien. C'est ça. Hannibal Lecter avec parce qu'un bon héros, Jodie Foster, un bon héros ne vit pas sans un bon méchant, quoi. Exactement. Et il marche de pair, parce que généralement le méchant, il a la faille justement de l'autre, du héros. Exactement. C'est ça qui fait et voilà. le méchant. Bah, tu me fais une transition parfaite, parce que tout à l'heure tu as cité le Joker et Batman. Pour moi, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que quasiment l'un ne peut pas vivre sans l'autre en fait, à partir du moment où ils se sont rencontrés. Et il y a un des réalisateurs qui a adapté ça au cinéma, Christopher Nolan, qui pour moi a compris ça, et je vous passe un extrait du film où le Joker dit cette chose-là à Batman. Il faut savoir lire un peu entre les lignes. Je le passe en français pour meilleure compréhension, et vous allez voir. Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisses pour revenir au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je recommencerais à racketter les dealers de la pègre? Non. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi.
même si tu en rêves. Tu vois là, ça résume le podcast. Ouais, si tu extrais cet extrait justement du film et que tu le mets là dans un podcast comme celui-ci, on ne peut pas deviner qu'on parle de Batman et de Joker limite. Ouais. C'est vraiment une relation un peu toxique limite. C'est clairement une relation toxique. Une relation toxique, mec. Un peu plus que ça quand même, mais si tu l'extrais, tu vois, si tu vois vraiment ce qui est écrit, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait là où on parle quasiment d'aucun personnage du film. C'est pour dire que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure finalement. Pas se répéter encore une fois, mais c'est ça. Cette relation où ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Et quand il dit tu me complètes, je me souviens, moi j'étais au cinéma, j'ai dit putain mais c'est vrai. Tu vois, il a raison. Et il lui dit non mais en fait toi tu voudrais être comme ça mais tu peux pas parce que t'es pas comme ça, moi je te connais, tu vois. Ouais, et l'autre ça. Il est là et en fait il s'énerve à la fin Batman et on dit toujours que relation toxique. Relation toxique. Et on a fait le tour un petit peu sur comment marche un duo, et donc si vous êtes encore là, c'est que vous aimez les duos finalement. Ouais. Et moi il y a une série que j'adore où le duo est mis dans sa splendeur, pas parce qu'il y a un duo, mais parce que ça marche que sous forme de duo en fait, presque. Ouais. C'est la série Brooklyn Nine-Nine. C'est une sitcom disponible sur Netflix, je crois, même sur Canal et tout ça. Et donc c'est un commissariat de police à Brooklyn et tout ça. Et en fait, t'as plein de personnages, t'en as une petite dizaine, et chacun fonctionne en duo avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il y a plein de personnages et ils se croisent tous et ils ont leur propre duo à chacun. C'est pas écrit noir sur blanc, c'est un duo. Mais en fait, tu vois qu'ils fonctionnent différemment en fonction de avec qui ils sont. Mm-hmm. Et je trouve ça super intéressant. Oui. Et par exemple, t'as ceux qui connaissent la série, t'as Hitchcock et Scully qui sont les deux vieux qu'on en a plus rien à foutre, qui pour le coup, eux, sont les mêmes. Et donc du coup, ils sont potes parce qu'ils font tout ensemble, ils mangent ensemble, ils sont nuls, ils servent à rien. Tu vas en avoir un, ça va être des potes d'enfance. Il y en a un qui l'a pistonné pour qu'il soit là, donc ils ont une relation pote d'enfance, tu vois. D'ailleurs, c'est les personnages de Jack et Gina, et qui dans la vraie vie sont des vrais potes d'enfance. Ah, trop donc, bien. Petit clin d'œil sympa. Tu vas avoir Rosa et Holt, qui eux sont deux personnages qui ont du mal avec les émotions, entre guillemets, qui les partagent pas, qui ont aucun sentiment. Et du coup, ils ont rien à voir ensemble, mais ils s'entendent bien. Parce qu'ils ont pas de sentiments, et du coup, ils savent qu'ils ont pas besoin d'exprimer leurs sentiments. Mmh. Du coup, ils s'entendent bien pour ça, alors qu'ils ont rien à voir ensemble. T'as Jack et Boyle, qui est un peu le second de Jack, lui, Boyle, il est fan de Jack. Genre vraiment, il est complètement fan. Jack, il est content d'avoir un fan parce qu'il est dans le délire de spectacle. Du coup, ils s'entendent super bien. Tu vas avoir deux personnages qui sont complètement opposés, qui fait que quand ils se retrouvent ensemble, ça en revient au truc de buddy movie, qui sont complètement... voilà. T'en as plein d'autres quand tu les prends, ils sont trop bien. Et il y en a un qui me fait mourir de rire, c'est le personnage principal qui est Jack, qui il y a 8 saisons je crois, qui se retrouve à arrêter un voleur de voiture qui s'appelle Doug Julie. Et en fait il y a un truc qui est trop bien fait, trop bien amené, il se lie d'amitié avec le voleur, et ce qui fait qu'à chaque saison en fait il arrête le gars, il se lie d'amitié avec lui, c'est son meilleur pote, il lui fait un coup de crasse, du coup il est énervé, il veut l'arrêter, mais du coup c'est son pote, et du coup il lui fait un coup de crasse, et du coup en fait il y a un truc genre où il devient ami avec l'inverse quoi. Et je trouve ce duo il est énorme quoi, parce que du coup il perd toute sa subjectivité vu que ça devient son pote, mais c'est quand même un voleur, et on sait qu'à chaque fois il va lui faire un coup de crasse. Et donc il y a un extrait par exemple qui me fait beaucoup rire, c'est celui-ci. You're off the case. Whoa, sir, come on. We're chasing a murderer. A murderer that just stole a ton of cars. Who knows more about that world than Doug Judy? Plus, remember, he doesn't get immunity unless he helps us bring his brother in. I know, but... Do you want to get back Gertie or not? Fine. He's still on the case. Oh, the Pontiac Bandit and Jay got cops with the wisecracking captain along for the ride. They'll have adventures wherever they go. The talking dog flies in outer space. Fly, 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 dog. Fly, 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 dog. Voilà, donc cette scène, le policier là, a invité le voleur de voiture à venir sur l'affaire parce qu'il y a une affaire de voleur de voiture. Et donc du coup là ils sont ultra potes, mais c'est sûr qu'après
l'autre il va lui faire un coup de crasse, et ils vont être tendus, et hop, ils vont revenir, et ça devient, et c'est genre, c'est un duo qui fonctionne à merveille parce que c'est trop bien fait, quoi. Et alors, ça fait partie de mes nombreux manques au niveau cinéphile et sériephile, mais je n'ai pas vu Brooklyn Nine-Nine, mais de ce que tu décris, je trouve que c'est... En fait, ça résume aussi pourquoi les duos marchent à l'écran ou alors artistiquement, tout simplement. C'est parce que pour moi, en fait, ça résume tout simplement un peu nos vies. C'est-à-dire qu'en gros... On a besoin de solitude, tout ce que tu veux, mais en fait, pour vivre en réalité, l'humain, il est obligé de composer avec les autres, tu vois ce que je veux dire ? Et tu disais que les gens s'adaptent au fur et à mesure des duos auxquels ils sont. Ça, c'est clairement... Si tu fais un peu le bilan, on n'est pas pareil. Là, moi, je suis pas pareil avec toi que quand je suis avec ma mère, par exemple, ou quand tu es avec un autre pote. Quand tu connais vraiment bien tes amis, tu sais que là, tu prends une place différente à chaque fois. Et je trouve que c'est hyper intelligent de mettre... Et c'est pour ça que ça marche selon moi, c'est qu'on se reconnaît, mine de rien, sans voir les fils, mais on se reconnaît. On se rend compte qu'il n'y a pas de recette magique pour un duo. Oui. C'est juste ça match ou ça match pas, peu importe ta vie ou comment t'es. Il y a des trucs, des alchimies qui se font sans s'en rendre compte, en fait. Il n'y a pas de recette magique. C'est pas parce que t'es complètement opposé que ça va bien marcher. C'est pas parce que t'es la même personne que ça va marcher. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi t'es pote avec eux, parce que t'as rien en commun, mais ça fonctionne. Et ça, tu retrouves dans... En fait, là, j'ai dit cette sitcom, mais dans beaucoup de sitcoms, c'est ça. Tu prends Friends, The Office et tout ça. En fait, c'est un groupe. Ouais, je me suis fait la réflexion aussi. Mais qui marche avec plein de duos, parce que ça permet d'approfondir un personnage, le duo. Totalement. Comme on disait, quand on revient sur nos pattes, ça permet d'approfondir ce personnage, quoi. Donc tout marche en duo. Totalement. Et il y a même des... là, on parle de duos à l'écran, mais il y a aussi des duos derrière l'écran, ou alors tout simplement des mecs qui sont... plus dans une dynamique de création, quoi, au final, qui arrivent à se mettre en duo et qui a fonctionné comme ça. Bon, il y en a qui sont frères, hein, les bien connus frères Cohen, frères Dardenne, tout ça. Mais t'as des... on parlait d'Intouchables, Toledano Nakash, c'est des mecs qui travaillent quasiment, enfin, même que en duo, tu vois. Tu me fais peut-être une petite transition, parce que c'est mon prochain extrait. Oh là là. Toledano et Nakash, qui font de nombreux films ensemble, qui travaillent tout le temps ensemble. Tout le temps. Et donc, ils parlent un petit peu de ce qu'est le duo, quoi. Non, c'est-à-dire que tous les réalisateurs qui sont seuls, les pauvres d'ailleurs, ils expriment leur subjectivité. Nous, il faut qu'on exprime nos deux. Donc tout ce que vous voyez comme tout ce que vous citez, c'est l'expression de la rencontre qu'on a eu petit en colo, et l'évolution qu'on a eu la chance de vivre ensemble à plein de moments, c'est-à-dire les moments down, les moments up, les moments mezzo, enfin, donc c'est effectivement nos deux subjectivités qui doivent s'exprimer à chaque instant. Et puis surtout, ça nous permet d'aller vers des acteurs dont on rêve, de les mettre ensemble, de créer des duos, des quatuors de cinéma originaux qu'on n'aurait pas vus, comme là Vincent Cassel, Reda Kateb, on avait envie de les voir ensemble sur une affiche, on avait envie de les voir croiser le fer tous les deux. En vrai, on peut penser que le duo, ça va être un univers commun. Et en fait, c'est comme des duos dans les écrans. C'est deux visions, deux vies différentes. Exactement. Qui fait que quand ils se croisent, et bah ça fonctionne. Parce que c'est deux trucs différents, deux subjectivités, comme ils disent. C'est pas deux en un. C'est vraiment deux pour deux, quoi. Ouais, exactement. C'est... Bon, voilà, on se répète encore, mais deux différences qui finalement s'assemblent pour faire un truc entier. Et tu vois, on parlait de duos, de réalisateurs ou quoi, mais si on prend plutôt la dynamique de création, tu vois, t'as pas mal de duos aussi qui sont... bon, aujourd'hui, les youtubeurs, tu vois, enfin, McFly et Carlito, et ils sont que en duo aussi, par exemple. Et même un truc, tout ce qui est dans la chanson, quoi. Oui, on n'a pas du tout abordé ni la chanson ni les comiques, mais alors là... Les duos musicaux, ça montre pleinement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Parce qu'il y a plein d'artistes qui font des feats, entre guillemets, ensemble, qui n'ont rien à voir, et pourtant la musique, elle est cool, tu vois. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous conseille l'excellent titre de Lafouine et Patrick Bruel.
Mec, si tu as cette rêve, c'est énorme. Hein. Non. Parce qu'ils ont vraiment fait c'est pas une blague, ils ont vraiment fait un truc. C'est pas bien. C'est en pas revanche, l'antithèse de ce qu'on vient de dire, c'est ce titre. Non mais je suis tout à fait d'accord. Aurélie Gringe aussi, tu vois. Voilà, bien sûr, les casseurs flotteurs et tout. Non mais en fait, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler en réalité, parce que les duos, on n'a pas parlé des duos comiques des années 2000, iconiques, les Omar et Fred, les KDO. Attends, on passe à côté de plein de choses, on peut pas parler de tout. Ah oui, donc le duo est présent partout, sur toutes ses formes, et en vrai, on ne vit pas son duo finalement. Non, on ne vit pas son duo. Magnifique, ça sera le titre de livre. C'est beau, je me suis creusé la tête, je suis assez peu fier de moi. Du coup, je crois qu'on a fait le tour des duos. Ouais. Et je te propose de parler de duo avec un duo. Je suis dans le multiverse. Voilà, pour moi, c'est le multivers. Et donc, nous avons eu la chance de rencontrer les rédacteurs en chef d'Allociné, plus connus sous le nom de Michel et Michel, qui sont rédacteurs en chef d'Allociné et qui ont comment on appelle ça, une pastille, un programme court en fait. Michel et Michel qui s'appelle Faux Raccord. Faux Raccord, vous connaissez certainement pour ceux qui suivent le ciné. Hein. Ouais. Et en gros, ils vont prendre un film et ils vont regarder les faux raccords avec leur voix off, entre guillemets. Et c'est vraiment charmé. Et ils ont une culture du duo. Je m'en souviens quand on est arrivé, ils se fait alors les duos, attendez, il faut que je regarde ce qu'on a. Ouais. Et après, ils ont enchaîné des duos vraiment de n'importe où. C'est et clair. Donc c'était super intéressant d'avoir le point de vue des cinéphiles en termes de duo, mais aussi dans leur manière de travailler en duo. Exactement. Et du coup, c'était trop cool et on vous laisse avec ça. Allez, carrément, on s'écoute ça et on a commencé comme d'habitude en leur posant la question, c'est quoi ta ref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Moi, le premier qui me vient là, c'est Dean Martin et Jerry Lewis. Pour une raison simple, c'est que j'ai grandi avec ça et que c'est l'alliance du charme et de la drôlerie. Le charme étant du côté de Dean Martin, évidemment. Et c'est d'immenses films, donc je pense notamment à Un cinglé de cinéma. Voilà, instinctivement, c'est ce qui me... What would you do without me when I'm gone? When my bankroll's gone and I need some dough, you're always telling me where to go. See, what would you do without me? What would you do? C'est là qu'on voit que t'es une vieille personne. Et oui, parce que moi j'aurais dit Timon et Pumba. Et voilà. Et là on est dans le duo. Là on est dans les années 90. On est dans le Roi Lion. Et non, Timon et Pumba c'est implacable. C'est un peu l'équivalent de Buzz et Woody. Quoi. C'est-à-dire c'est le duo de deux personnes qui n'ont rien à foutre ensemble et qui en fait quand elles sont ensemble c'est magique. Donc ces deux duos là. L'un Disney et l'autre Disney Pixar, pour moi c'est très très haut dans les duos. Si on le gardait! Non mais t'es malade! Un lion c'est pas un jouet! Un jour ou l'autre, il va nous avaler tout cru! Bah lui, il est trop petit! Ça grandit ces bêtes-là! Peut-être qu'il sera notre allié? Ah ça alors c'est la meilleure de l'année! Comme s'il pouvait! Mais j'ai trouvé! Et s'il devenait notre allié? Avoir un lion dans son camp, c'est peut-être pas une mauvaise idée! Alors on le prend! Bah oui! Le cerveau, c'est toi ou c'est moi? C'est bien ce que je disais! Oh là là, je frie. Trouve-nous un coin d'ombre. Et au vu de vos deux réponses différentes, c'est un peu pareil du coup. Vous êtes le Timon Pumba quoi. On sait pas qui est le facoché encore. C'est ça le truc. Est-ce que vous avez un premier souvenir de duo autre que votre référence? Moi je dirais, y en a forcément plein. On pourrait peut-être dire Laurel et Hardy, mais avant même ça, parce que non, le vieux, le regard. Non mais c'est qui le vieux là? Non, L'Arme Fatale. Oui, évidemment. Rick Zemmertov, donc pas L'Arme Fatale, la série, qui est sympatoche au demeurant, mais vraiment L'Arme Fatale, les films. Mel Gibson et Danny Glover, ça marche trop bien, quoi. Écoute, mon vieux, on arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi? Quoi? Je veux pas bosser avec toi. Et te force pas? Ouais, si j'avais le choix, mon vieux. On dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, formidable. Pourquoi ça marche?
Pourquoi ça marche? Parce que on rejoint le côté ils ont rien à faire ensemble. Voilà, c'est deux personnages complètement opposés. D'un côté le flic qui est sur la fin, qui a sa petite maison, qui a envie d'aller à la retraite et qui est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Et puis le chien fou qu'on lui met dans les pattes, qui a aucune limite et qui a pas peur de la mort. Et en fait, la rencontre entre ces deux personnages, qui plus est d'un côté afro-américain et de l'autre blanc, parce que ça crée aussi mine de rien une dynamique sociale, c'est hyper intéressant et ils ont une relation hyper touchante, Riggs et Murtaugh. Et donc en fait, et qu'ils ont réussi à bien raconter sur les 4 films. Il y a un 5e film en projet. Est-ce que ce sera le film de trop? Peut-être, parce qu'ils commencent à être un petit peu âgés, ces messieurs. Mais c'est eux qui reviendraient, réalisés par Mel Gibson, si je me trompe pas. Donc voilà, mais ils commencent à être un peu âgés. Donc, mais en tout cas, l'arc des personnages et la manière dont notamment Martin Riggs apprend presque à redevenir humain aux côtés de Roger, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, en fait. Ouais, exactement. Et en plus, on est dans l'utopie parce qu'on aime imaginer qu'un vieux flic noir peut être ami avec un jeune flic blanc qu'on imagine un petit peu réactionnaire. Surtout si on connaît Mel Gibson. Donc oui, c'est l'utopie, ouais. Moi, je pense les duos qui est intéressante. Et justement, est-ce qu'un duo, il peut sauver un mauvais film? Est-ce qu'on regarde un film, on fait, oh, c'est nul, mais bon, le duo est cool, donc ça le sauve. Est-ce que j'ai un exemple? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Si je reprends juste l'exemple de L'Arme Fatale, c'est pas des scénarios passionnants. Voire même, c'est d'ailleurs pour ça que finalement c'est assez logique qu'ils en aient tiré une série télé. C'est qu'en fait, c'est un procédural, c'est-à-dire que à chaque film qui du coup étaient des sortes d'épisodes sur grand écran, t'avais une intrigue où il y avait un méchant, fallait l'arrêter, machin, c'était pas très très passionnant, mais le fait qu'il y ait Riggs et Murtaugh au milieu de ça, ça marche à fond. Ouais, mais après c'est pas du tout de mauvais films, quoi. Enfin, c'est des films qui sont bien réalisés. Après, le duo fait partie du film, donc c'est un peu une question. Attends, un mauvais film avec un super duo qui arrive à sauver le truc. Il y a le truc avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. Very Bad Cops. Ouais, qui est vraiment pas un film terrible, mais alors le duo il fonctionne vraiment hyper bien, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça sauve un peu, je trouve. Ça sauve un peu. Même, c'est pas très passionnant, mais Hobbs & Shaw, par exemple, qui est donc le spin-off de la franchise Fast and Furious. Encore une fois, l'intrigue est pas folle, hein. Mais Dwayne Johnson versus Statham, ça marche à fond. Ça marche à fond parce qu'en plus, ils ont réussi, à trouver un équilibre dans l'écriture, dans la présence à l'écran entre cette espèce de Golgoth et l'autre beaucoup plus fin, un peu ninja. Ça marche totalement. Donc des bons duos, et surtout quand c'est équilibré. Oui. C'est surtout ça qui est. Et puis quand il y en a un qui accepte c'est souvent un ping-pong, un duo, en fait. Donc faut accepter de laisser la place à l'autre. Il y a toujours une dynamique de clown blanc, clown noir. Il y en a un qui est moins drôle que l'autre, mais en même temps, s'il est pas là, l'autre peut pas exister. Donc c'est une espèce de truc un peu subtil, les duos, pour que ça marche bien. Ça me fait penser aussi aux duos dans Bad Boys, un peu. Qui sont pas des films exceptionnels, surtout quand on va vers le 3. Mais le duo, je trouve, fonctionne toujours pas mal entre Will Smith et Martin Lawrence. Ouais, exactement. Pas des super films. Et on a oublié Bourvil de Funès. Ah oui, voilà un formidable duo. Oui, pour le coup, c'est les films. C'est des bons films. Oui, non, mais je revenais sur un duo. Oui, d'accord. C'est ça. Non. Pour les souvenirs. Mais Bourvil de Funès, pareil, on est toujours dans cette dynamique de le petit énervé, le grand naïf. En fait, le truc sur un duo, c'est que si les deux personnages sont les mêmes, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit des trucs, on va dire, soit complémentaires, soit idéalement antagonistes, pour qu'en fait ça crée un 1 + 1 = 3. Oh putain, c'est trop bien. je vous quitte sur ce sous-titre. Et on comprend. En fait, en y repensant, le premier vrai duo, moi, c'est Astérix Obélix. C'est vrai. Parce que là, oui, honnêtement, oui. Voilà, au Bully Bill. Mais bon, c'est un peu moins culturel, donc on va peut-être les passer. En préparant l'émission, on se disait la bande dessinée fonctionne énormément sur ça. Les dessins animés, la bande dessinée, c'est très souvent des duos ou des antagonistes, mais qui sont parfois des duos. Genre Batman le Joker, on en parlait, mais c'est presque un duo au final. Oui, tout à fait. Dans certains films. Exactement. Et après, t'as les... Je sais pas comment... c'est un peu une évolution de duo, mais les couples de cinéma, on pourrait dire. Mais par exemple... moi, j'adore Le 5e élément.
Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'assume aimer le 5e élément. Et Lilou et Corben Dallas, enfin en tout cas Bruce Willis et Mila Jovovich, dans ce film-là, ça marche totalement. Ouais. Parce que il y a le chauffeur de taxi un peu vieillissant, un peu cynique, versus la jeune femme extraterrestre qui sait un peu tout faire. Et la rencontre des deux crée des étincelles, encore une fois. Et c'est un film très BD, donc effectivement, je pense qu'il y a des vraies racines dans la BD qui fait que, à mon avis, ils ont dû vite se rendre compte qu'un personnage seul, par exemple Astérix tout seul, je pense qu'il est chiant à suivre. Ah ouais. Voilà, s'il n'y a pas Obélix, il te fait un peu la morale. Quoi. C'est ça, ouais, non, mais parce que aussi, je pense qu'il y a un truc pour donner du dialogue. Si on suivait qu'un seul personnage, bah, ce serait bizarre qu'il parle tout seul. Et je pense rien que mettre un Milou, c'est ça, ouais, exactement. Un Idéfix. C'est vrai, Tintin parle beaucoup. T'as raison, ça. Tintin parle beaucoup à Milou dans tous ses. Et j'ai un contre-exemple. Non, attendez. Parce que quand il va se passer un truc. Un excellent film avec un duo exécrable, c'est Miami Vice. En fait, c'est vraiment un bon film. Un film Michael Mann, hyper bien fait, etc. Alors, le duo, vu que c'est les mêmes, on sait pas qui est top ses croquettes, on sait pas qui est quoi. Enfin, on sait qu'il y en a un blanc et un noir, donc on devine un peu. Mais ils ont la même tonalité, c'est des espèces de mecs survirils à qui on l'a fait jamais, qui sont toujours hyper cool, etc. Et le duo ne fonctionne jamais. Parce que c'est les mêmes, en fait. Donc, et à mon avis, c'était même un problème au niveau du casting, qu'on n'a pas un qui a accepté d'être mis en retrait. Je pense que... Tire un peu la couverture. Ouais, à mon avis, il y a eu un petit conflit d'ego qui a tiré le film vers le bas. Après, c'est un bon film. Hein. Enfin, c'est un bon film. Si on aime Michael Mann, hein, évidemment. Mais voilà, je suis content d'avoir trouvé un truc où c'est un très mauvais duo dans un bon film. Ouais, parce qu'on se disait, en fait, les duos, ça marche beaucoup dans la comédie. Au début, c'est ce qu'on se disait, il y a beaucoup dans la comédie, mais en fait, c'est aussi tout ce qui est film romantique. Le couple, c'est finalement un duo. Et aussi, tous les méchants, en fait, des super-héros, ça marche comme un duo, quoi. On parlait justement du Batman et Joker. Pour moi, c'est un duo. Parce que... il y a même un film qui est fondé là-dessus, c'est Incassable. Sans le méchant, on n'a pas le super-héros, et inversement. Enfin, le truc est fondé là-dessus, quoi. En fait, c'est le Némésis, quoi. Si l'autre n'est pas là, quelle est oui, voilà, c'est ça, ma place, quoi. Et on en rejoint. Et là, on reboucle avec le thème de la mort. Pourquoi pas en finir tout de suite, quoi. Le surdéprimant. Il y a une thématique, hein. Et c'est pas celle que vous imaginez. Et tout à l'heure, Yoann, tu parlais du duo dans le 5e élément. Ça m'a fait penser aussi à Léon, qui fonctionne pas mal sur le duo. Oui, tout à fait. Ouais, en fait, le duo, il marche quand les deux sont différents, quoi. Ça, on peut dire que c'est un peu la mini-conclusion. Et à la fois, le contre-exemple, je trouve, en préparant, on s'est dit, dans la Tour Montparnasse infernale, est-ce qu'ils sont pas tous les deux très cons, quand même, finalement? Oui, mais un peu comme Dumb and Dumber, et en même temps, ils sont pas, c'est pas tout à fait la même connerie. Exactement, voilà. C'est là la subtilité. Ou un film totalement méconnu, je pense que plus personne connaît, mais qui s'appelle Emek et Léo Makes. Je sais pas si vous avez vu ce film des années 2000. Déjà, incroyable le titre. Emek et Léo Makes, c'est l'histoire de deux gars qui vont en soirée, ils garent leur voiture, ils savent pas où ils l'ont garée. Et on arrive à tenir un film là-dessus qui est fabuleux. Au début, donc c'est avec Ashton Kutcher et Sean William Scott, et c'est pareil, c'est un peu une sorte de Dumb and Dumber version 2000, et ils sont complètement demeurés les deux, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut faire des duos d'idiots, mais tant que c'est pas la même idiotie, voilà, ça. Des degrés de. Parce que par exemple dans Dumb and Dumber, Harry et Lloyd, il y en a un qui est idiot un peu méchant. Et l'autre qui est idiot, un peu con, un peu naïf, et du coup la méchanceté, quand la méchanceté rencontre la naïveté, ça marche bien. On va vous demander aussi de réfléchir un petit peu comme une équipe type après un débrief de match, ou je sais pas. C'est quoi un duo que vous aimeriez créer qui n'existe pas? C'est une question dure, ça. Ah, là, il y a un silence, on parle plus de la mort. Là, on parle plus de la mort. Là. Parce que là, qu'on pourra en reparler, parce que ça pourrait meubler. Un duo qu'on aimerait créer. Alors moi, avec des acteurs ou des personnages? On vous laisse carte blanche. Ah, d'accord. Ok.
Alors moi, je dois tu vois comment je vais m'en sortir, tu vois, ça va être admirable. Oui, je l'ai. Tu l'as? Non, mais je l'ai. Pendant très longtemps, on a voulu réunir Sly et Schwarzenegger. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ce non, je vais dire, moi je fais ce métier parce que j'adore qu'on me raconte des histoires et je suis nul pour créer des histoires. Et donc en fait, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas un créateur d'histoires. Par contre, je suis un grand enfant qui écoute des histoires, donc racontez-moi des duos. C'est magnifique. Fais mieux que ça. Non, mais moi je rêve d'un truc en même temps qui soit dans la poésie, en même temps dans le concret. J'essaie de gagner du temps. Non, en fait, moi, le duo idéal, je trouve que ce serait un truc on mettrait Paul Newman. On mettrait Paul Newman et on mettrait un The Rock. Et là, je pense que là, on obtient un truc. C'est tellement pas le même cinéma que, à mon avis, on a peut-être un truc. Quoi. C'est sûr qu'on aura un truc. Voilà, exactement. Voilà. On aurait Luc la main chaude ou un truc comme ça. Ça s'appellerait comme ça le film. Non, mais c'est super dur comme question. Quoi. C'est super dur. Non, mais ça nous va très bien. Hein. Et moi, il y a un duo que j'adore, je sais pas, enfin, ça me vient là comme ça. C'est le duo de La Chaîne. Je sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est deux prisonniers qui sont attachés l'un à l'autre. Et en fait, ils doivent fuir, ils doivent s'échapper. Et c'est Ciné Poitiers. Ouais, c'était Ciné Poitiers. Ouais. Mais ils n'avaient pas fait un remake après? C'est Ciné Poitiers et Tony Curtis. You ever seen a lynching? Why? Because anybody as scared as you was, man, they got to have seen a lynching. Yeah, I seen a lynching. I seen what they do to a guy, how to drag him out of jail in the middle of the night. Our mob, like that mob out there, they start drinking and then they start thinking, and Big Sam, he falls asleep somewhere. Then that mob comes in here and they get us. Then what? That should be mighty easy for you, Joker. You just go ahead and tell them that you're a white man. C'est un film fabuleux sur la relation entre un homme noir et un homme blanc aux États-Unis dans les années 60 en plus. Okay. Ils avaient fait un remake de La Chaîne. Ouais, c'est années 80, genre avec Charlie Sheen et un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça s'appelait comment? Je sais plus. C'est pas la deuxième chaîne. C'est France 2. Enfin voilà, au niveau duo, oui. Et même le film noir en fait a pondu un chef-d'œuvre là-dessus. Ça s'appelle Le Coup d'escalier, qui est fondé là-dessus, sur cette opposition entre noir et blanc. C'est-à-dire vous avez un gang. Un gang dont l'un est raciste, un des membres du gang est raciste, et en fait ils doivent faire appel à un autre gars parce qu'un braquage se fait avec X personnes et pas X moins 1, et donc ils doivent en recruter un, et il se trouve que c'est Harry Belafonte qui est noir, et c'est ce qui crée c'est ce qui crée la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que c'est le racisme du personnage principal qui est joué par Romer Ryan. Oh, putain, les références. Et qui crée en fait une catastrophe. Et c'est une dénonciation du racisme hyper intelligente, c'est-à-dire que c'est intégré au sein d'un film de genre, et on traite pas du tout le thème en frontal en disant c'est pas bien d'être raciste, etc. Parce qu'on vous suggère que c'est pas bien, oui, effectivement, jusque dans le crime, c'est pas bien. Voilà. Donc au niveau duo, il y a toutes ces oppositions entre noir et blanc avec une dimension sociale. Get wise yourself, Ingram. You're just another black spot on Main Street. Shut that ugly mouth of yours, or I'll get in the car. Someday I'm gonna snap off your poisoned head. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand des duos, au-delà des différences, apprennent l'un de l'autre. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, se nourrissent l'un de l'autre. Et je sais pas si c'est un équivalent, mais Green Book, par exemple, il y a pas très longtemps, était aussi très intéressant là-dessus, de dire que voilà, entre le blanc qui conduit et qu'on imagine par quelques gestes, il y a le geste là quand il nettoie le verre d'eau, par exemple, tout ça où en fait on le sent raciste, et en même temps donc le jazzman afro-américain derrière qui lui est un peu méprisant vis-à-vis de l'origine sociale d'un Italo-américain, et en fait la rencontre de ces deux hommes va créer quelque chose. Il y a ça aussi dans Forrest Gump.
entre Forrest et le lieutenant Dan. C'est un duo super émouvant. C'est clair. Voilà, et en fait, à la limite, Forrest Gump a pas tellement d'arc d'évolution, parce qu'il a toujours été Forrest Gump, et alors que le lieutenant Dan, et à la fin du film, c'est pas le même, et en fait, il a changé grâce à Forrest. Ouais. Donc ça, moi je me rappelle, c'était quelque chose d'hyper touchant. Et après, il y a un duo dont on n'a pas parlé. Enfin, il y en a même deux qui me viennent. Il y a Thelma et Louise, parce qu'on a été très très masculin, très très bonhomme pour l'instant. Mais Thelma et Louise, qui est vraiment un des trop rares duos féminins qui est vraiment culte. Et donc c'est film de 91 si je me trompe pas. Donc ça a 30 ans, mais donc l'histoire de ces deux femmes qui décident de fuir leur vie pour une espèce de liberté improbable qui finira très mal. Mais en tout cas, pareil, elles sont pas tout à fait les mêmes, même si elles ont cette envie de liberté, et elles se complètent bien. T'es réveillé? Ouais, enfin si on veut, j'ai les yeux ouverts. Moi aussi. Je suis en éveil. Bravo. Très éveillé. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. Tu comprends? Tout a l'air très différent. Tu dois sentir ça aussi. Il y a comme une attente dans l'air. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. Je peux trouver un job? Un petit boulot au Club Med? Ouais. Faudra que le flic trouve un plan juteux pour qu'on lâche un avenir pareil. Un plan vachement génial. Un plan salement génial. Après, moi, il y a un duo que j'aime bien, c'est un duo au sein d'une bande. Ça, c'est aussi dur à faire exister. Mais c'est Clooney et Brad Pitt dans la trilogie Ocean. Ouais, parce qu'en fait, ils sont au sein d'une bande de 11, puis 12, puis 13. Mais on sent que les personnages de Danny Ocean et de Rusty ont une vraie histoire entre eux. Il y en a un qui termine une phrase, qui commence une phrase, l'autre la termine. Il y a des fois, ils ont des dialogues avec eux-mêmes. Tu sais, où il fait tu crois qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre? Silence. Tu penses qu'il nous faudrait quelqu'un d'autre? Silence. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Et en fait, rien des petits trucs comme ça, on se dit, ouais, ces mecs-là, en quelques répliques, ils arrivent à créer tout un background imaginaire. Ouais, c'est vrai. Et ça marche super bien. Ah, ça doit pas être évident de créer justement un duo dans un groupe, quoi. Ouais. Mais aussi, dans le cinéma, on a ceux qui créent les films, et on voit qu'il y a pas mal de duos qui sont comme les frères Cohen, etc. Mais est-ce qu'on arrive en tant que spectateur, vous avez vu pas mal de films, à voir quand il y a quatre mains du coup sur un film? Est-ce qu'on ressent ce mélange d'univers, ou alors on n'arrive pas vraiment à faire la différence? Je dirais que si on le voit, c'est que c'est pas une bonne nouvelle en fait. C'est qu'en fait normalement il faut arriver à pas le voir, et c'est d'ailleurs pour ça souvent que c'est soit des fratries, soit des gens qui arrivent à se fondre l'un avec l'autre. Et souvent, quand on discute avec eux, il y en a un qui dit moi je suis plutôt sur l'image, l'autre il est plutôt sur la direction d'acteur. Voilà. Donc c'est des gens qui se complètent en fait. Par contre, s'il y avait deux visions un peu parallèles, et au final, je pense qu'à l'image, ça ferait un truc qui a plus de point de vue en fait. Et le bon exemple, c'est les frères Farrelly. Une fois que Peter Farrelly est parti en solo, il a plus du tout fait le même cinéma. Donc effectivement ça se voit, mais ça se voit après coup du coup. Et sur les frères Cohen c'est un peu pareil quoi, parce que une fois que Joel a été en solo, il s'est mis à faire Hamlet quoi. C'était bien Hamlet. Oui, Hamlet qui est sorti l'an dernier. Ouais. C'est plus du tout rigolo quoi. Donc est-ce que ça se voit? Oui, après coup. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu comme le bonheur. En fait, alors en fait il se voit au bruit qu'il fait quand il part. Voilà. Ouais. On va rester dans la vibe philosophique. Est-ce que c'est compliqué de réussir seul? Non. Le mec il a des certitudes. Je vois pas de quoi on parle. Bon, on a là en parlant de formule un peu éculée, mais pas tout à fait fausse. C'est seul on va plus vite. Ouais. À deux on va plus loin. Voilà. Et c'est tout à fait juste. Voilà. Donc je m'auto valide. Est-ce que c'est quoi la question à l'origine, pardon? Pardon. La question c'est quoi ton dicton? C'est ça. Non, c'était est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué quand même de créer quelque chose, de réussir tout seul? Ah oui. Enfin voilà, je suis le mec sérieux. Voilà. Oui, pour une raison simple, c'est que seul on est vite idiot. Enfin, et que si t'as pas de contradiction, si t'as pas de contradicteur, et ben en fait tu t'enfermes dans ta logique et soit tu t'éteins,
soit tu deviens... on va pas citer Macron. Soit tu deviens une espèce de dictateur, et c'est pas... Dans les deux cas, c'est pas du tout intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est arriver à penser contre soi. C'est-à-dire que si t'es sûr de toi et que tu t'auto-alimentes de ton propre génie, honnêtement, t'obtiens des trucs horribles, quoi. Je pense que c'est pas... Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent. Après, il y a des gens qui sont peut-être câblés, un peu comme dans le sport, pour être en solo. Non, mais tu vois, c'est un tennisman versus un basketteur. Un basketteur, il sait qu'il va pas aller très loin sans les quatre autour de lui sur le terrain. Un tennisman comme Nadal, il est auto-centré, pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, mais en fait, c'est lui contre lui-même, quoi. Donc, mais même un tennisman, après, il est accompagné de 12 personnes derrière. Non, c'est vrai, lui, c'est vrai. Mais un créateur, à part Stanley Kubrick, je pense qu'il était capable de faire un film de A à Z, ou Chaplin. Sinon, ça n'existe pas. Ou Orson Welles, je pense pas. Orson Welles, peut-être. Oui, ouais. Il doit bien y avoir des exceptions. On parle de génie, quoi. Mais c'est vraiment c'est tellement exceptionnel que... Mais après, typiquement, tu vois, dans les comédiens, et pareil, on va beaucoup en parler avec le retour de Tom Cruise dans Top Gun, mais Tom Cruise, il a jamais eu vraiment de duo. C'est une espèce d'entité solo, et en même temps, il y arrive très bien. Mais c'est peut-être un peu dommage de se dire que Tom Cruise n'a jamais eu le buddy movie. Il y a peut-être un peu dans Collateral. C'est ce que j'allais où dire. ça marche bien avec Jamie Foxx. J'ai récemment vu Collateral et je me suis dit, tiens, pour une fois, et il n'y a pas que lui dans le film. Exactement. Jamie Foxx, c'est super. Oh non, mais même dans La couleur de l'argent, j'en reviens à Paul Newman, putain. Ouais, mais c'était à ses débuts, c'est-à-dire que c'était le moment, même dans Cocktail, c'est le moment où il apprend auprès des vieux de la vieille, et puis arrive un moment où il devient Tom Cruise, une espèce d'identité omnisciente, et où en fait il est solo, quoi. Et en même temps, ça n'enlève rien à sa carrière, mais est-ce que c'est pas dommage? Bah, il a presque plus de personnages. J'ai le sentiment que Tom Cruise joue à peu près Tom Cruise. Dans ses derniers, en tout cas, dans ses derniers. Ça commence à se mélanger un peu, ouais. Son dernier rôle de composition, c'était Tonnerre sous les tropiques. Ouais, incroyable film. Après, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un excellent acteur. Ouais, c'est clair. On le voit donc. C'est comme des gens habitués au one man show qui savent plus jouer en scène avec d'autres comédiens, quoi. C'est un peu ça. Cruise, il est seul face à lui-même, face à la machine. Si on devait comparer Michel et Michel à un duo existant aussi dans le cinéma ou en musique, tiens, pourquoi pas. Qui à part Timon et Pumba. À part Timon et Pumba. Il y a Hobson Show, on l'a déjà dit. Physiquement Hobson Show. Voilà, si les gens veulent nous imaginer, se projeter un peu, moi je suis plutôt Dwayne Johnson. Non, c'est vachement dur parce qu'il y a évidemment un peu de Dumb and Dumber parce qu'ils sont quand même, enfin en tout cas du côté de ton Michel, Vincent, qui est vraiment un peu débilos quand même. Ah bon? Un petit peu quand même. Règlement de compte. Moi, j'ai un côté. Faudrait aller voir du côté de Délivrance, quoi, un truc. De Délivrance. Non, je sais pas s'il y a un équivalent, parce que je pense que même dans l'écriture, ils sont allés piocher vraiment dans des trucs très différents. Un équivalent? Oui, c'est une bonne question. Il y a peut-être un peu le duo du dîner de cons. Ah, oui. Tu sais, avec Thierry Lhermitte, un peu droit, sec, qui dit non, mais Michel, s'il vous plaît, en avance. Et toi, qui es tout le temps dans ta passion du truc, je pense que c'est peut-être une dynamique qui se rapproche. Passionné par les faux raccords. Voilà, c'est un peu comme être passionné d'allumettes, quoi. C'est pas mal, bien joué. Mais t'as pas de limbago, Yoann. J'ai pas de limbago encore. Ok, ça nous va. Et si j'étale le paquet, la seule carte retournée, tadam, c'est la vôtre. Il y en a 4 qui sont retournés, Michel. Ah ouais, merde. Elle est dedans, votre carte? Non. Bon, attendez, je vais recommencer le tour du début. Bon, Michel, vous ferez ça plus tard. En plus, vous êtes mauvais. Donc, je suis quoi? Non, Michel, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une prothèse mal faite? Un tour de magie raté? Rien ne m'échappe. Vous en connaissez un rayon sur les tours de magie ratés. Enfin bref, aujourd'hui vous allez nous parler de Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Abracadabra! Est-ce que vous avez des projets futurs ensemble? Ou séparément d'ailleurs? Est-ce que vous avez le droit d'en parler?
En fait, nos projets, en tout cas pro, ils sont extrêmement liés à Allociné, donc c'est pas qu'il y ait de secret. Là, notre gros projet, c'est de survivre au Festival de Cannes, qui commence, voilà, d'arriver à piloter les équipes qui vont tout défoncer en bas. Et après, en fait, il y a à la fois le boulot, notamment quand on fait du digital, c'est-à-dire du temps réel, c'est à la fois d'être dans le maintenant, et puis de prévoir ce qu'on va faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, machin, etc. Donc c'est très dur de dire on a ça comme projet, c'est qu'en fait on a des milliards de projets possibles. Le futur c'est le présent. Voilà, tout en gérant le quotidien. Donc en fait on avance petit à petit sur d'éventuels projets. Et en plus j'ai envie de dire que les projets en fait sont vachement liés à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans 6 mois on n'a pas un nouveau TikTok qui va nécessiter des formats vidéo, un nouveau type d'écriture, etc. Donc les projets, oui, on en a, mais c'est vachement lié à l'évolution du digital qui est en perpétuelle mutation, quoi. C'est ce que tu viens de dire, non ? Non, pas forcément. Un peu, ça un peu. Mais typiquement, TikTok est un bon exemple d'un endroit où on n'est sans doute pas assez fort et on le sait. J'en profite pour le dire que les comptes faux raccords que vous voyez sur TikTok sont des comptes pirates. C'est pas nous. C'est des gens qui volent nos vidéos pour les mettre. Donc ça serait bien qu'on ne regardez pas. Alors. Voilà, qu'on crée le vrai compte officiel faux raccord TikTok parce que pour le coup, typiquement, c'est un endroit où on n'est pas encore allé et on se rend compte. C'est pas tant par opportunisme parce qu'on je pense pas qu'on soit cynique à ce point-là, c'est qu'en fait on se dit il y a une nouvelle génération de cinéphiles à aller intéresser à des œuvres pour qui que ce soit Facebook est déjà un truc ringard, alors j'imagine qu'un site web c'est encore plus ringard, et donc en fait s'il faut aller les voir sur TikTok pour leur transmettre des trucs du cinéma, il faudra qu'on le fasse, quoi. Donc ça c'est un vrai enjeu pour nous de pas rester sur notre territoire actuel mais d'aller là où est la future génération de spectateurs, en fait. Après les projets, voilà, ça y est, ça m'en vient. C'est plutôt de refaire ce qu'on a déjà fait, mais au goût du jour. Parce qu'au niveau du fond, on peut dire qu'on a à peu près tout balayé sur Allociné. Si vous avez la curiosité de consulter les archives, vous allez voir qu'on a traité le cinéma à peu près de fond en comble. Et l'enjeu, c'est arriver à trouver une nouvelle façon de dire la même chose. C'est ça le projet. Nouveau format, en réalité. Oui, exactement. Nouveau format, nouveaux canaux. Mais en tout cas, sur le fond, c'est pas qu'on ait tout dit, parce qu'il existe de nouvelles œuvres. Mais en tout cas, sur les œuvres qui fédèrent, c'est le cœur de votre émission, quoi. Je pense qu'on a quasiment tout dit. Et l'enjeu, c'est de le dire autrement pour que ça intéresse un nouveau public. Vous trouvez de nouveaux chemins, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. C'est un peu comme un prof d'histoire qui, dans les années 80, va lire son livre, dans les années 90, va faire comment on appelait ça, un polycopier, un machin truc, et puis après, maintenant, ils ont des tableaux électroniques. Enfin, voilà. Ouais. En fait, c'est l'histoire, enfin, le cœur du cours est le même, mais la manière de le transmettre est plus la même. Et ça, c'est un vrai bel enjeu, ça. Ouais. Okay. Une belle métaphore. Non, parce qu'il y a un vrai danger, c'est d'être dépassé, quoi. C'est ça. D'appliquer les mêmes recettes, etc. Enfin, on peut dire la même chose, enfin le même fond, mais il faut le dire de façon différente. C'est ça le projet, en fait. On sait aussi que vous soutenez l'association Rêve de Cinéma. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association ? Oui, Rêve de Cinéma, on les accompagne depuis... alors avec le confinement, je perds la notion du temps, mais je crois que c'est depuis 2018 ou 2017. Et en fait, c'est une association qui fait... Ils sont pas beaucoup, ils sont 3 ou 4, et ils font un super boulot. C'est d'organiser des projections pour les enfants malades ou hospitalisés dans les hôpitaux. Et ils arrivent, alors qu'ils sont que 3 ou 4, à rayonner à travers toute la France et à faire 300 séances par an. Et quand on dit séance, c'est pas je viens dans un hôpital, je branche un magnétoscope et je leur mets un DVD, c'est qu'en fait il y a une projectionniste qui vient, qui installe un écran de cinéma avec une vraie copie cinéma et qui organise une séance de cinéma à l'hôpital, une vraie séance de cinéma sur des films récents ou parfois des avant-premières. Et donc nous voilà, on essaie de les accompagner dès qu'on peut. On avait fait une soirée un peu événementielle pour les 10 ans de Faux Raccord dont les fonds étaient pour cette association, et dès qu'on peut les mettre en avant sur le site, on le fait. Vous faites des co-watch aussi. Voilà des co-watch, exactement. Et parce qu'ils il leur faut pas beaucoup de sous, c'est pas genre le Téléthon, il leur faut pas 160 millions. S'ils ont 100 000 euros par an, ça leur fait largement leur budget, mais ces 100 000 euros là, il faut aller les chercher. Donc nous, on essaie de les aider à aller les chercher. Mais en tout cas, moi je les avais accompagnés 1 ou 2 fois sur des projections à l'hôpital. Et quand on voit ce qu'un film provoque sur des gamins,
c'est hyper fort. C'est hyper fort. C'est-à-dire que il y a des gamins qui ont des pathologies hyper lourdes parfois, qui sont dans une espèce de douleur permanente, et puis enfermés à l'hôpital, qui est une sorte, certes il y a des soignants et tout, mais quand t'es enfant et que tu peux pas sortir, c'est une sorte de prison, quoi. Et en fait, d'avoir ces 2 heures d'évasion, déjà il y a l'attente avant le film qui génère une espèce de vrai plaisir, les 2 heures d'évasion et après toutes les images que ça laisse dans la tête. Et en fait, on voit que les gamins ils sont transformés entre l'avant et l'après projection. Et donc en fait, moi c'est un truc qui m'a vraiment touché. Donc on essaie de les accompagner à notre petit niveau, quoi. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à les soutenir. Voilà, c'est rêve. Mettez le lien si vous pouvez. Sinon, tape rêve de cinéma et vous trouverez facilement. On mettra les liens en description, bien évidemment. On est presque à la fin. On a l'habitude de venir par les rêves du futur. Alors, les rêves du futur, c'est un petit peu les recommandations culturelles, quoi. Est-ce que vous avez des rêves du futur? Qu'est-ce que vous avez découvert récemment Ça peut être un chanteur, ça peut être une chanteuse, ça peut être un compte TikTok, une BD, ça peut être tout. C'est pas forcément lié au cinéma ou encore moins. Moi j'ai la prochaine Palme d'Or. Si ça peut vous intéresser. Ouais, on veut bien savoir. Alors là. Sera décerné d'ici quelques années à Michael Herz. Qui vient de signer Les Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit, exactement. Et il n'y a aucune raison que ce type-là n'est pas la consécration suprême d'ici quelques années. Franchement, ça en prend vraiment le chemin. C'est de mieux en mieux ce qu'il fait. C'est de plus en plus riche, ample, intéressant, nostalgique, plein de vie. Donc il n'y a aucune raison. Voilà. C'était Michael Herz. Et moi, je mettrai un petit billet sur Dan Erickson, qui en fait a signé la série Severance sur Apple TV+, qui est une série un peu anxiogène, mais qui parle d'un monde, en tout cas d'une entreprise, où en fait les gens ont le cerveau dissocié, c'est-à-dire que quand ils sont au boulot, en fait c'est une autre partie du cerveau qui prend le dessus, et en fait ce qui se passe au travail, ils l'oublient quand ils rentrent chez eux. Donc en fait c'est comme si chaque personne acceptait d'avoir une double personnalité, celle du travail et celle de chez eux, et tout en travaillant dans une entreprise où on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Et en fait c'est un gars qui a un parcours assez étonnant, parce qu'il a écrit ce scénario que tout le monde trouvait génial mais que personne voulait produire. Il a continué à faire des petits boulots, et puis un jour il y a Ben Stiller qui met la main sur son truc et il fait OK, on va le produire. Et donc Ben Stiller réalise les 3 premiers épisodes et supervise la série. La série a été ultra adoubée par plein de gens, dont Stephen King, qui est comme un fou dessus. Donc les 9 épisodes sont disponibles sur Apple, et ce mec-là, qui n'était pas du tout connu jusque-là, Dan Erickson, s'il a d'autres scénarios sous le coude, je pense que ça va intéresser des gens. Trop bien. Ah ouais, grosse découverte, je connaissais pas du tout. Non, je connaissais pas, mais ça bien pitché. Ouais, c'est clair, bien pitché. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci de cette interview. C'était vraiment très cool. On peut vous suivre où sur Allociné, j'imagine. Est-ce que vous avez des comptes perso à promouvoir? Moi, on est assez peu réseaux sociaux perso. Moi, j'ai. On a des comptes Twitter et tout ça. Pour juste les consulter. Voilà, on est plutôt dans la consultation que dans le post, quoi. Pour apprendre la mort d'un tel. Voilà. Si vous voulez vraiment nous suivre, c'est globalement tout ce qu'on fait sur Allociné, ou venir en bas de chez nous et nous suivre. mais là, ce sera inquiétant. Salut, c'est Romois. Les adresses sont en description. On devra vous dénoncer à la police à un moment donné, quoi. Et on mettra en description toutes les refs, tous les liens, l'association, etc. Et vos adresses postales. Évidemment. Donc merci beaucoup. Merci encore en tout cas. Et, merci à vous. À une prochaine avec plaisir. Merci. Et bonne continuation à votre podcast. C'est gentil, merci. Merci encore à Johan Sardet et Vincent Garnier, aka Michel et Michel, pour cette super interview et vraiment un super moment qu'on a partagé avec eux. On vous invite bien sûr à retrouver leur interview complète dans quelques jours sur notre chaîne. Mais en attendant, on va passer au jeu. Pourquoi ? Parce qu'on adore les jeux. On adore les jeux. C'est marrant parce que juste avant l'interview, tu parlais de multiverse et tout ça. Et je te propose de rentrer dans le c'est quoi, c'est multiverse, métaverse, je sais plus. Je suis perdu. Dans un autre verse. Ouais, voilà. Deux duos. Imagine, t'es dans une autre planète avec des duos. Ouais. Et donc, je vais te dire un pitch de duo. Ouais. Mais c'est pas exactement le duo. Ok. Par exemple, je te fais un exemple. Ils sont rédacteurs en chef d'Allociné. Et tout en étant au milieu d'une guerre entre Bretons et Normands. C'est... Michel. Et... Astérix. Non. Tu me donnes un... C'est dans le métaverse. Hein. Ouais. Donc c'est Michel et Mont-Saint-Michel. D'accord. Ok, beaucoup de jeux de mots nuls. Est-ce que t'es prêt pour ce métaverse? Je sais pas si mon cerveau est prêt, mais allons-y, on y va.
C'est un jeune reporter qui va dans le monde entier et même dans l'espace, toujours accompagné de son fidèle lycanthrope. C'est Tintin et Rintintin. Non. Lycanthrope. Oui. Attends, lycanthrope. C'est les loups-garous. Les loups-garous. Ah. What? Attends, Tintin, il y a Tintin. Il y a Tintin. Il y a Tintin et le mec de Twilight. Tintin et mi-loup, mi-humain. Ah putain. Waouh. Ok, d'accord. Ça reste le duo de base, mais on est dans un autre univers. Tu vois. Ah ok, c'est d'accord. pas un mélange de deux trucs. Ok. C'est juste un mélange de duo avec un jeu de mots. Ok, c'est bon, je l'ai. Ils sont gaulois et l'un des deux est place de la Concorde à Paris et pèse 230 tonnes. Astérix et Obélisque. Ouais. Ah yes, il a capté. C'est bon. Je suis lancé là. Tout grand justicier a besoin de son fidèle acolyte pour penser bien fort. Batman et pour penser bien fort. Ouais. Penser bien fort. Attends, c'est Robin la base. Ouais. Et ça va être Turbine. Non, pour penser bien fort. Ah non, je l'ai pas, attends. Je le dis. Vas-y. Batman et Rodin. Oui, d'accord, le penseur. Oh waouh, t'es un malade mental, faut consulter. Hein. Ils ont de bonnes relations avec les rois de la jungle, avec le roi de la jungle, ce qui leur permet d'avoir de bonnes réductions sur des marques de chaussures. Des bonnes relations avec le roi de la jungle. Ouais. Le roi de la jungle, bah c'est le lion. Donc des bonnes relations avec le roi de la jungle. Tu t'y connais en roi lion pourtant. Bah oui, bah Simba. Non, en duo, on est toujours en duo. Ah bah duo. Timon, oui, je suis pas Timon. Timon et tu m'as dit ils ont et Priba des bonnes réductions sur des marques de chaussures. Sur une marque notamment. Sur une marque de chaussures. Donc Timon et j'allais dire Priba, mais genre non, Timon et attends, mais putain, mais je suis mauvais. Et Puma. Et Timon et Puma. Et Puma. Oui, c'est bon, je l'ai. Il est le jouet préféré d'Andy, mais une récente vidéo de lui en boîte de nuit lui a donné une sale réputation. Woody. Ouais. Et à la base c'était Buzz l'éclair, je pense. Et une récente vidéo de lui en boîte de nuit. Attends, qui c'est qu'on a eu en boîte de nuit? Benjamin Griveaux. Woody et Benjamin Griveaux, c'est génial. Non, c'est pas génial du tout. Woody et attends, donc à la base c'est Buzz l'éclair. Ouais. Woody et c'est qui c'est qu'on a vu en boîte de nuit il y a pas longtemps? C'est secondaire la boîte de nuit. Ah ouais? Ouais, c'est juste c'est la sale réputation quoi. La sale réputation? J'ai pas. Woody et Bad Buzz. Ah ouais, le film de... Ok. Ouais, ou même le Bad Buzz. Le Bad Buzz tout court. Alors, il est très rapide et c'est désormais mieux où il va car il a changé de marque de GPS. Sonic? Non. Il est très rapide. Speedy Gonzales? Non, c'est pas ça. Un duo à la base. Ouais. Avec un mec. Bip Bip et ah bah oui, Coyote. Il a changé de marque. Bip Bip et Tom Tom. Ça marche aussi. Bip Bip et. J'avais Bip Bip et Waze. Et Waze, ouais, c'est ça. Ou Google Plan. Bip Bip et Google Plan. Ils sont tous les deux anglais. L'un est détective qui a du nez. L'autre s'est battu contre un gars qui a pas de nez. Ah, Laurel et Harry. Non. Ça marchait. Ça peut marcher. Non, mais c'est pas un détective forcément. T'es un détective. Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes et Harry Potter. Et Dr. Watson, donc Dr. Potter. Non. Dr. Harry. Tal Watson. Ouais. Ah bon? Ah! Et Emma Watson. Sherlock et Emma Watson. Sherlock Holmes et Emma Watson. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors celui-là, il est pas évident. Il est bien. Contrefaçon d'un duo qui voyage dans le temps, je pense que c'est un coup d'un vendeur de frigo. Doc. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Doc et Martins. Doc Martins, ça aurait été. Ouais, ça aurait pu. Ouais, Doc alors Martins. non, Doc. Un frigo qui voyage dans le temps. T'en redis. C'est une contrefaçon d'un duo qui voyage dans le temps. Donc ça, c'est Doc et Marty. Je pense que c'est un coup d'un vendeur de frigo. Vendeur de frigo. Donc une marque de frigo? Entre autres. Une marque de frigo, Samsung, genre, enfin, un truc. Je dis contrefaçon dans le sens où, tu sais, il change juste une lettre. Oui. Donc c'est Doc. Doc, je l'ai ou pas? Si je peux te donner un indice. Ouais. Mock. Mock. Donc c'est Mock et quelque chose. C'est ça? Ouais. Et ça ressemble un peu à Marty, quoi. Voilà. Et pourquoi Mock? Je sais pas. Parce que j'ai remplacé avec la première lettre de l'autre.
Ah, Mock et Darty. Mock et Darty. Magnifique, bien vu, Mock et Darty. Des amoureux qui ont mal de mer et son surnom est Dents de Lion. Donc, des amoureux qui ont le mal de mer, c'est Jack et Rose. Ouais. Donc on commence par Jack peut-être. Jack. Et l'autre tu m'as dit son surnom, c'est Dents de Lion. Il faut s'y connaître un petit peu en fleurs. Rose. Bah oui, mais Jack et Rose, c'est le. Bah oui, ça aurait pu être une rose aussi. C'est Jack et Pissenlit. Et Pissenlit, ouais, c'est ça, Jack et Tulip. Okay. Duo comique des années 20 avec l'un des deux qui a gagné le César du meilleur acteur pour Smoking No Smoking. Donc des années 20, c'est quoi? C'est Laurel Hardy, non? Ouais. Donc Laurel. Ouais. Laurel et l'autre qui a gagné un César du meilleur acteur pour et Tom Smoking... Hardy. Non. Smoking No Smoking. J'ai pas vu ce film. Smoking No Smoking. Dernièrement, il a joué dans quoi? Je crois qu'il a joué dans Les Choses Humaines. Ouais. Il a joué dans le film d'Edouard Baird, tu sais, où il joue leur propre rôle. Ah oui. C'est un Français? Ouais. Ah ouais. Laurel et... Laurel et Arditi. Ah, et Arditi. Ah ouais, Laurel et Pierre Arditi, d'accord. Il vit dans la jungle et il raconte qu'il a été élevé par des singes. Moi, je pense surtout qu'il est complètement stun. Mowgli? Non. Il vit dans la jungle, il raconte qu'il a été élevé par des singes. Tarzan? Ouais. Tarzan et donc Jake. Donc c'est Jane à la base. Donc là, Tarzan et Jay complètement stone. Ouais. Jane Birkin? Non. Dans quel film? Dans Las Vegas Parano? Quoi? Non. Bon, je te le dis. Vas-y. Tarzan et Marie-Jeanne. Ah oui, d'accord, Marie-Jeanne. Ok, putain. Wow. Il en reste plus que 2, ça va aller le cerveau. Vas-y. Fait de pâte à modeler, un fermier a choisi pour garder ses bêtes une sorte de papillon de nuit. Waouh, fait de pâte à modeler. Donc fait de pâte à modeler. Un dessin animé? Ouais, fait de pâte à modeler, ouais. C'est quoi déjà la fête de pâte à modeler, les dessins animés? Je l'ai pas ça déjà. Voilà. Je suis trop vieux. Ah, d'accord. Voilà, c'est Gros Mythe. Ouais. Et donc là, attends, tu m'as dit quoi? Un fermier a choisi pour garder ses bêtes une sorte de papillon de nuit. Voilà, c'est Gros Smith. Ouais. Et attention au M quand même. Et c'est le dernier. 2 détectives qui n'ont peur de rien, l'un flic acharné, l'autre considéré comme trop cool, mais qui se fait souvent mal. Starsky et Butch. Non. Et qui se fait souvent mal. Ouais. Et Hooch. Starsky et Hooch. On finit sur une bonne note. T'as réussi à relever le défi. Ça va ton cerveau? Ça va mieux. Je vais prendre un petit Dafalgan quand même dans le doute. Voilà, le métaverse des duos pour moi, c'est ça. Ah ok, ouais, non, bien sympa. Pas évident, mais bien tourné. T'as mis du temps pour le faire, ouais. Oh, 5 minutes. Mon cerveau est habitué à ce genre de maladie. Aïe, la maladie des auteurs, que voulez-vous? Bon, le jeu, c'est bon. Ouais. On passe à la dernière section de notre podcast. C'est les rêves du futur, les recos. Ouais, est-ce que t'as des rêves? Eh ben écoute, oui. Alors, futur... En fait, je pense qu'il va falloir suivre surtout cette actrice et ce réalisateur. Je vais parler d'un film que j'ai vu en VOD cette semaine, mais qui est sorti il y a maintenant 6 mois. C'est un film qui s'appelle Julie en 12 chapitres. Julia, det kan ikke skje noe med oss. Jeg har en kjæreste som er veldig glad i. Okay. Ha det. Ha det. Qui a fait Cannes et dont l'interprète principale féminine a eu la Palme d'Or à Cannes pour son interprétation, largement méritée. Et voilà, et franchement, je parle peu de films parce que finalement j'en vois pas mal, mais peu, sincèrement, arrivent à me toucher vraiment premier degré, tu vois. Je pense pas être beaucoup sensible devant des films, mais là... Un cœur de pierre. Je suis un cœur de pierre. Non mais... En fait, là, sincèrement, j'ai vraiment été bouleversé, mais vraiment, premier degré, la grosse chialade vénère. Petite chialade sympa. Petite chialade qui vraiment n'était pas prévue. Voilà,
voilà, c'est un film que moi je qualifierais un film de génération, dans le sens où vraiment ça parle de cette génération d'aujourd'hui tout simplement, mais surtout de qu'est-ce que c'est d'avoir 30 ans en fait dans un pays, dans une grande ville européenne, en 2022, et avec tout ce que ça comporte. Et en fait on suit cette fille qui s'appelle Julie, et elle a des questionnements un peu sur tout au long du film, mais moi j'avoue que je suis pas du tout client de tout ce qui est moraliste et tout du style oui en 2022 attention faut penser comme ci, faut faire comme ci. Moi c'est pas du tout ça. Mais ce film-là aborde des questions de société sans pour autant, selon moi, faire une quelconque morale ou quoi que ce soit. T'as des scènes où ils sont pas du tout d'accord, mais ça se finit dans un grand éclat de rire et puis c'est bon, on passe à autre chose. Moi je trouve ça vraiment bien fait. Et elle se pose énormément de questions sur plein de trucs essentiels, ou en tout cas existentiels, que sont la fidélité, jusqu'où s'arrête la fidélité, jusqu'où... En fait, ça aborde plein de thèmes hyper personnels, enfin qu'on ressent tous, j'ai l'impression. Selon moi. Et ça aborde tous ces thèmes-là. Ouais. Et sur le fait de ressentir, en fait. Ouais. Et est-ce qu'on doit écouter nos émotions ? Est-ce qu'on doit être un peu rationnel ? Est-ce que finalement on doit suivre un peu nos passions et nos envies qui viennent comme ça d'un coup ou quoi ? Et ça m'a bouleversé sincèrement. Je trouve que c'est très bien fait, qu'on en ressort pas forcément indemne. Moi, voilà, je l'ai vu depuis une semaine, j'y pense tous les jours, sincèrement, au film. Ça m'a questionné sur plein de trucs. Je me souviens du moment où quand je suis sorti du cinéma. Je fais, alors c'est quoi ma vie en fait ? Mais ouais, ça questionne énormément, et à la fois c'est pas la fin n'est pas particulièrement joyeuse, pas particulièrement triste non plus, c'est un peu genre la vie continue quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Donc voilà, et voilà, j'ai trouvé ça très bien fait, et donc je conseille ce film à tout le monde, et je vais suivre un peu Joachim Trier qui est le réalisateur, et suivre aussi cette fille parce qu'elle est assez fascinante. Bah du coup je vous propose un autre film, moi, un peu plus feel good movie après cette grosse chialade. C'est un film d'Olivia Wilde, sorti en 2020, qui s'appelle Booksmart. Faut qu'on aille faire la fête ce soir. Quoi ? Personne ne sait qu'on est marrant. On a fait le choix de pas faire la fête pour pouvoir bien se concentrer sur les cours et aller dans de bonnes facs. Et ça a marché. Mais les irresponsables qui ont fait la fête sont eux aussi entrés dans ces bonnes facs. Ta mère a avalé un piment de dingue. Il faut que quelqu'un me donne l'adresse. Qui est disponible sur Netflix et que j'ai trouvé charmé. C'est un duo aussi, un duo d'amis au lycée qui ont révisé toute l'année, qui se sont privés de faire des fêtes, etc. Et pour avoir accès aux grandes écoles. Et ils se rendent compte que, vers la fin de l'année, à quelques jours de la remise des diplômes, que tous les gens qui se sont amusés pendant l'année, ils vont intégrer des écoles aussi prestigieuses qu'elles. Et du coup, il y a une réelle prise de conscience de dire, mais attends, mais on a fait tout ça pour ça, alors que les autres, ils sont aussi amusés. Bah viens, on essaie de se rattraper pendant une soirée, on va faire la fête, quoi. Et donc ça peut paraître un peu cliché ce début, en mode film high school et tout ça, et je trouve ça trop bien fait, parce que ça évite tous les clichés justement. Par exemple, il y a l'histoire forcément d'un beau gosse, mais c'est pas le beau gosse con, tu vois. Genre il est là et il est pas méchant et il est utile, mais sans forcément être le beau gosse méchant et tout ça. Et je trouve que c'est un vrai feel-good movie où on passe des bons moments, on se tape des barres, il y a de l'émotion, il y a un peu tout, et je trouve que c'est trop bien dosé, et je vous invite vraiment à le voir, quoi. Olivia Wilde joue dedans ? Non, elle réalise. Ok, d'accord. D'ailleurs, elle sort un film dans 2-3 semaines qui a l'air vraiment cool aussi. Trop bien. Au cinéma ? Ouais. Et j'ai trouvé des vrais trucs cinématographiques que j'ai vraiment passé un moment excellent. Voilà. Donc je vous invite à suivre Booksmart avec ce duo et tout ça, qui est vraiment cool. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis dit, mais attends, mais elle ressemble de ouf à Jonah Hill. Et en fait, c'était la sœur de Jonah Hill. Voilà. Petit fun fact. Et du coup, j'ai une autre rêve, un peu plus rêve du futur. Ok. D'un duo aussi, finalement. Voilà. Qui s'appelle Anto et Desfouches. C'est une chaîne YouTube qui a 6000 abonnés, je crois. Donc c'est bien, mais ça mériterait plus. Où ils sortent des vidéos un petit peu sketch. Et je trouve que le duo, il fonctionne grave bien. Et qu'ils ont une vraie richesse d'écriture un peu absurde et vraiment marrant. Ils ont notamment un format de vidéo où en gros ils jouent à un jeu, mais en inventant un peu leur propre rôle, où on les voit en fait face caméra en train de déballer le truc. Ils font bon, alors là, faut faire ça. Donc là, et ils inventent un peu des jeux et je trouve ça vraiment marrant et ils ont vraiment une force comique très cool. Donc je vous invite vraiment à les suivre. Donc joue toi plutôt. Voilà, donc là tu dis tous les pays que tu as visités là, sur ton adolescence. Perpignan,
donc Perpignan qui est en France. Là, on est bloqué à cause de ton peu de connaissances. Moi, je suis donc, quand vous avez un joueur limité, son mail, il doit l'indiquer dès le début. Donc, ton mail. toonsmooth@yahoo.fr. toonsmooth@yahoo.fr. Et t'arrives à recevoir des mails là-dessus. Tes sables préférés. Bah, même mes chaussettes. Bon, voilà, tu parles de YouTube, tu vois, c'est des personnes qu'on a reçues dans le précédent épisode, mais je ne saurais vous recommander à nouveau la chaîne Calmos en réalité, parce que c'est un duo, donc voilà, on est dans le thème, et ils parlent encore une fois sur leur format rigolo, et il y a une super vidéo. Bon, toutes sont vraiment super, mais il y en a un où ils abordent le duo Eric et Ramsey. Et justement, c'est un peu l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire, où ils disent justement qu'en fait, ce sont des personnages similaires pour le coup, vraiment. Et c'est rare, et ils abordent le truc du style, c'est rare qu'un duo soit aussi proche en termes de pareil et que ça fonctionne quand même. Donc voilà, Calmos à fond encore, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est la phrase de conclusion de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour un duo, c'est que tous les duos peuvent fonctionner, c'est juste l'âme de chacun qui fonctionne. Putain, mais donnez-moi un truc là, un prix ou je sais pas, écoutez, je vais contacter quand même France Culture tout de suite, dans le doute. Bon bah voilà, c'est une fin d'épisode je crois sur les duos. C'était très cool. Grave. Merci pour tes rêves, merci pour les rêves de Michel et Michel, merci à eux. N'hésitez pas à, je sais pas comment les suivre. Ils sont pas trop sur les réseaux, mais suivez Allociné, suivez... Ouais, c'est ça. Partagez leurs vidéos Michel et Michel qui sont à chaque fois canon. Et donc, nous on se retrouve pour un prochain épisode de C'est quoi ta ref. N'hésitez pas à partager l'émission, à mettre des petits 5 étoiles en fonction d'où vous écoutez. Oui. Et n'hésitez pas surtout à nous partager vos refs. Ah oui, avec plaisir, on lira ça. En attendant, à bientôt et merci les amis. Bye. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous.